Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture qui va être assez long je pense parce que il y a 11 livres en tout, étant donné que avec les fêtes, tout ça, je n'avais pas fait de bilan lecture depuis je crois mi-décembre, donc ça fait un mois. Ouais, ouais c'était ça, c'était à peu près mi-décembre, peut-être autour du 20, je sais plus exactement, bref, il y a à peu près un mois de lecture. Comme d'habitude, je suis en live sur Twitch, voilà. Et donc, je vais vous parler de mes lectures, donc depuis fin décembre, de la moins bonne à la meilleure, sachant que, eh ben, j'ai eu des très bonnes lectures dans l'ensemble. J'ai eu aucune mauvaise lecture, deux lectures plutôt en dessous quand même, mais voilà, donc je vais vous en parler en premier, et après que des bonnes lectures, voire d'excellentes lectures. Donc ça a été un bon cru dernièrement, tant mieux, tant mieux. On espère que ça va continuer. Et donc je commence avec donc la moins bonne lecture de ces dernières semaines. Il s'agit de Le Chalet de Catherine Cooper. Alors, c'était pas la catastrophe attendue, honnêtement. Voilà, tout le monde me disait attention, le chalet, c'est mauvais, ça rime d'ailleurs. Voilà, c'est genre du mauvais thriller domestique, tout ça, tout ça. Et donc du coup, je partais, coucou, Ojai. Du coup, je partais sur un mauvais a priori. Voilà, je l'ai persuadé. Mais le truc, c'est que, voilà, pourquoi vous allez me dire, bah, pourquoi tu l'as lu alors? Bah, parce que c'était un SP. Voilà. C'était un SP de Ned Gallet. Donc, je me suis dit, au pire du pire, tu abandonnes, mais au moins t'auras tenté. Voilà, j'essaye quand même. Je, je, je lis, je commence toujours mes SP. J'ai eu des abandons, certes, mais voilà, parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas envie de me faire souffrir non plus. J'ai pas envie de souffrir juste pour ça. Je suis pas payée pour non plus. Alors oui, techniquement, je suis payée avec le livre, mais bon, après ça. Les abandons que j'ai faits, c'était que sur des SP numériques, donc ça va. Mais voilà, en fait, non. En fait, ça allait. Franchement, c'était. Alors, oui. Alors, déjà, on va peut-être parler de quoi? On va peut-être parler du synopsis. Donc, on est sur deux temporalités, pardon. En 1998, donc ça se passe dans les Alpes françaises, hein. En 1998, il y a deux touristes qui vont disparaître en fait, en skiant, en faisant du hors-piste. Ils étaient avec deux moniteurs de ski. Donc, et les moniteurs les avaient emmenés. En fait, il y avait un des moniteurs qui était persuadé qu'ils n'étaient pas trop. Ils n'étaient pas assez pro pour faire du hors-piste. Donc, ils les avaient emmenés dans une piste qui était un peu du faux hors-piste, quoi. C'est-à-dire que c'était officiellement du hors-piste, mais en fait, c'était quand même assez aménagé de façon à ce que ce soit relativement sécure. Sauf que en fait, ils ont fait un peu les kékés et tout ça, et puis quand les moniteurs se sont retournés, au final, bah, il n'y avait plus personne. Et j'essaye de pas vous dire de bêtises, de pas spoiler. Bon, on va s'arrêter là, juste pour cette temporalité-là. Et puis, la deuxième temporalité, donc c'est en 2020, toujours au même endroit, où on va retrouver des couples d'amis en fait qui sont donc en vacances, hein, en vacances pour faire du ski dans la même station. Et je sais que c'est bizarre parce que c'est bizarre de parler du synopsis sans trop en dire au final. Bon, juste qu'il va se passer des trucs, voilà, et puis il va se passer des trucs. Non, j'avoue que déjà le synopsis disait pas grand chose, mais en même temps je comprends parce que sinon ça peut spoiler. Bah moi, Patty, je l'ai eu sur NetGalley en fait. C'est un SP NetGalley. Voilà. Si jamais vous avez une liseuse, franchement, n'hésitez pas à vous inscrire sur NetGalley parce que même en ayant, même quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, tout ça, à partir du moment où
On a soit un compte sur les réseaux sociaux où on partage quand même beaucoup, soit un compte Babelio, etc. Il y a moyen d'avoir des... Enfin, les maisons d'édition sont assez peu réticentes, quoi, pour accepter les SP. Donc voilà, alors il y en a qui refusent, hein, évidemment, mais... Ouais, c'est clair, c'est clair, Prissy, ouais, j'avoue, il se passe des trucs. Ouh. Enfin, cela dit, bah oui, carrément, Sophie. Franchement, inscrivez-vous sur NetGalley, hein, ça vaut le coup. Oui, après, voilà, ça dépend des maisons d'édition. Il y en a qui sont rapias, mais non, il y en a qui sont durs, mais franchement, il y en a qui sont cool. Il y en a qui sont cool. Bon, l'Archipel, je crois que ça fait partie quand même des maisons d'édition assez cool. Alors, par contre, ils demandent... Je suis un peu embêtée parce qu'ils demandent eux, ils demandent en condition de faire une critique sur Babelio, sauf que je suis pas inscrite sur Babelio. Donc on verra, je vais gruger, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire faire ma critique donc sur Insta et sur NetGalley, parce que du coup il faut faire aussi le retour sur NetGalley directement. Et si la maison d'édition me réclame, je dirais bah écoutez, moi je veux bien, hein. Après j'ai pas fait une critique de ouf, donc est-ce que vraiment vous voulez que que je vous mette une critique sur Babelio, mais bon voilà, je suis pas inscrite quoi. Coucou Lucas, comment ça va? Bref, voilà, donc pour revenir à nos moutons. C'est vrai que au début, on se dit bon, il se passe pas grand-chose. Alors oui, il y a le truc en 98, la disparition, mais bon, on nous explique rien du tout, hein, vraiment, voilà. Et puis en 2020, c'est vrai qu'on suit un peu les couples, les problèmes de couple, machin, tout ça. Puis t'es là, ouais, bon, d'accord. D'ailleurs, il y a des personnages, maintenant que j'y pense, qui ont vraiment servi à rien dans l'histoire. Je suis en train de me dire, mais merde. Parce que en plus, moi, je pars du principe que les personnages dans les livres, et franchement, ça s'avère à 99%, les personnages qu'on voit beaucoup, mais qui n'ont pas d'utilité dans le livre, ça veut dire qu'ils vont avoir une importance à la fin. Et souvent, dans les thrillers, même, ça peut potentiellement être le meurtrier ou machin. Et donc je me disais ça, je me disais attends, ouais bon là ce couple par exemple, il sert un peu à rien dans l'histoire, mais tant bien il va avoir un rôle de ouf à jouer à la fin, mais en fait pas du tout. Ça sert à rien du tout, mais vraiment rien. Bref, je sais pas, c'était juste pour rajouter des personnes, j'en sais rien, je sais pas, ou pour tromper, peut-être justement pour tromper le lecteur, tirer, regardez, peut-être ça se trouve c'est eux, et je sais pas. Coucou Myriam. Ouais, moi aussi, Patty, pareil. C'est vrai, Sophie. Donc voilà. Là, ça m'est déjà arrivé du coup de trouver, ça m'est déjà arrivé quelques fois de trouver les meurtriers parce que ben, souvent c'est effectivement le personnage qui est ultra sympathique et tout ça machin et qu'on voit beaucoup mais qui au final sert à rien dans l'histoire. Juste il est là et du coup tu te dis faut qu'il serve. Donc à quoi peut-il bien servir sinon être le meurtrier. Bref. Voilà, c'est ça, ouais. Ah, coucou, Lisander. Oui, merci. Désolée vraiment hein, pour le petit souci. Il fallait juste que j'aille pleurer un bon coup, que je revienne et que je m'attelle à faire des tests. Voilà. Mais il fallait déjà que je pleure un bon coup parce que je n'en pouvais plus. Il y a des moments comme ça. Oui, du coup, YouTube, désolé pour vous qui comprenez pas, mais avant de démarrer l'enregistrement, j'ai eu des gros problèmes de son. Et il n'y avait aucune explication rationnelle. Et du coup, j'ai un peu pété, enfin, pas pété un câble en direct, mais pété un câble. J'ai coupé le live parce que j'en pouvais plus. Quand il n'y a aucune explication, ça te... Voilà. Mais bon, le problème est résolu, donc tout va bien. Voilà, bah oui, Lucas, en fait, il y avait le son en double, mais en fait, l'explication aucun sens, hein, aucune explication rationnelle, mais le micro de ma webcam était allumé. Et donc il y avait double son. Et j'arrivais pas à savoir d'où ça venait. Je savais pas que c'était. Et je savais pas. Au bout d'un moment, j'ai compris que c'était ça, mais je savais pas comment l'enlever. Et après, j'ai fini par trouver ou le désactiver. Mais ce fut laborieux. Donc pour revenir sur le chalet. Donc oui, voilà, pendant un moment, en fait, effectivement, on va suivre ces histoires de couple, tout ça, puis on va se dire, ouais, bon, c'est vrai qu'au début,
C'était un peu longué et en même temps, j'avais quand même le suspense en fait qui me prenait. C'est que je me disais, ouais, bon, il se passe ça, mais ça va avoir un sens à un moment, quoi. J'avoue que si ça n'avait pas eu de sens, j'aurais beaucoup moins bien noté ce livre. Bon, déjà, c'est pas terrible, je lui mettrais je lui mettrais la moyenne, on va dire 3 sur 5 parce que je mets pas 2,5, je mets pas de demi, mais bon, voilà, moyenne haute parce que je suis gentille, mais parce que bon, la lecture m'a quand même happée en fait. Voilà, donc d'où la moyenne haute et pas la moyenne basse. Merci, merci Lisander, c'est gentil. Ouais, j'avoue que cette semaine a été un petit peu pénible pour moi. Donc là, c'était un petit peu la goutte d'eau. Voilà. En plus, j'étais juste en train de dire, j'étais en train de dire, ah, moi ça va mieux parce que je me suis un peu reposée ce week-end. Et puis là, à ce moment-là, il y a de l'écho. Non, pourquoi? Pourquoi? Je suis trop une poissarde. Donc voilà, cette impression que bon, il va quand même tout ça va quand même mener à quelque chose. Il y a des passages que j'ai adorés, notamment tous les passages qui s'appellent Avant, où on va suivre une petite fille en fait. Une petite fille dont la mère est complètement, tiens c'est moi, complètement overbookée. Non je rigole, j'ai pas d'enfant en plus donc... Non, non, la mère est complètement surmenée, elle en peut plus et tout ça, et elle va faire un genre de burn-out en fait, et la gamine va se retrouver au début livrée à elle-même. Enfin bon, voilà, je vous en dis pas plus, mais ces passages-là étaient vachement bien, vraiment, vraiment. Et surtout, tu te dis, bon, t'as quand même... Du coup, ça fait une troisième temporalité en fait. Voilà, parce qu'elle vient un peu plus tard celle-là. Et du coup, tu as quand même 3 temporalités et tu te dis sans aucun lien apparent. Alors, tu sais évidemment qu'il y a des liens, mais tu sais pas lesquels. Et du coup, voilà, t'es là, ça continue jusqu'à ce que, évidemment, il y a toutes les pièces qui s'emboîtent. Donc ça, c'était cool. C'était cool. Après, alors, grosse ficelle, on va pas se mentir. Franchement, vraiment des grosses ficelles. Vraiment, les liens, là... Ouais, bon, voilà. C'est vrai que je suis pas fan quand il y a des gros twists un peu trop exagérés, des actions, des personnages qui sont pas très crédibles. Voilà, après, bon, c'est difficile de vous en parler sans rien spoiler, mais après, voilà, ça a été une lecture prenante, mais pas foufinoute, quoi, voilà. Ouais, c'est clair, Lucas. Franchement, oui, là, c'était un peu la goutte d'eau. Donc voilà pour le chalet, que voilà, bon, je vais pas vous le conseiller parce que franchement, des livres comme ça, il y en a 10 000, vraiment, hein, ça sort pas du lot. Moi, j'adore quand je tombe sur des thrillers domestiques, justement, qui sont un peu originales, avec des twists pas de ouf. Merci Bubu pour ton abonnement, merci beaucoup. Et coucou Cindy. Coucou les filles, comment ça va? Donc voilà. Du coup, bof bof. En gros, le verdict, bof bof. Ouais, non, c'est pas la peine. Franchement, on peut passer outre. Voilà, c'est vraiment pas indispensable. Ensuite, un peu pareil, La disparue de Noël de Rachel Abbott. Franchement, un peu pareil. Alors, un petit cran au-dessus parce que j'étais vraiment quand même bien à fond. Là, pour le coup, on a un bon rythme. J'étais à fond dans toute l'histoire. Donc, donc l'histoire, c'est une femme avec sa fille qui a un accident de voiture. En fait, elle aperçoit, quand elle roule, elle aperçoit une voiture sur le bas-côté. Et elle reçoit un coup de fil. Donc elle va pour s'arrêter, sauf qu'elle reçoit un coup de fil d'un mec qui lui dit, donc elle connaît, qui lui dit non, non, ne t'arrête pas, continue, continue. Surtout ne t'arrête pas. Et en fait, elle, du coup, un peu prise de panique, elle accélère violemment, et sauf qu'en fait, alors j'ai pas compris du tout la description de l'accident. Mais franchement, ça n'avait pas trop de sens, mais bon, c'est pas grave. Mais toujours est-il qu'elle se retrouve
Elle fait des tonneaux, quoi, et en fait, elle meurt sur le coup, et sa gamine, on la retrouve pas. Donc en fait, on retrouve la voiture vide. Enfin, pas vide, du coup, avec le cadavre de la mère, mais sans la gamine. Voilà, d'où c'était le jour de Noël, d'où la disparue de Noël. C'est le seul lien avec Noël pendant tout le livre. Je tiens à le préciser, ce n'est pas un livre de Noël, c'est pas un thriller de Noël, c'est rien du, c'est un thriller tout court. Et ben voilà, donc ça va, l'histoire va porter sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, ça se passe des années plus tard. Et on va suivre une femme. Alors, je ne sais pas si on peut dire, si c'est spoilant de dire les liens de cette femme. Bon, peu importe, on va trouver. Bah, si, remarque, si, on peut le dire, je pense. Je pense qu'on peut le dire. C'est le père de la gamine, du coup, qui s'est remarié. Et un jour, la gamine, donc il y a quelques années de plus, va débarquer chez eux. Voilà. Alors qu'elle était officiellement disparue. Et sauf qu'elle va pas vouloir dire ce qui s'est passé. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Donc très prenant, mais alors extrêmement tiré par les cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde du coup. Plus à la fin, elle a disparu de Noël. Que en e-book à 10,99 €. Attends, je comprends pas. 10,99 € pour 175 pages. Mais pourquoi la fin et pourquoi que 175 pages? Alors moi, je l'ai lu en e-book, mais c'était pas 175 pages. Hein. Il devait y avoir peut-être 400 pages ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y en a toujours moins, en fait, en e-book. C'est bien la peine de lui dire de ne pas s'arrêter. C'est ça. C'est ça, Céline, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il lui dit t'arrête pas, mais en fait, au final, elle a un accident à cause de ça. Mais surtout, j'ai rien compris à l'accident, en fait. J'ai pas compris comment elle avait eu un accident. Ça n'a absolument pas de sens. Bon. La description était trop bizarre. J'ai relu plusieurs fois, je comprends pas. Si quelqu'un sait. Coucou Laurence. Ah, d'accord, c'est la novella qui fait suite. Ah, ok, d'accord, je comprends mieux. D'accord, ok. Parce que t'avais dit la fin, c'est pour ça que je comprenais pas. Le tome 6, ah, parce qu'il y avait 4 tomes avant ça, là. Je comprends rien. Ah ouais, non, par contre, ouais, c'est complètement, c'est un peu cousu de fil blanc, cette histoire. Hein. Franchement, j'avais l'impression d'être dans un film de mafia, un truc à la con, en fait. Vraiment. Vraiment un film d'action à la con. Non, franchement, voilà, il y avait quand même des grosses ficelles. Après, c'est vrai que l'histoire était bien prenante, quoi. J'étais assez à fond dedans. Merci Laurence, c'est gentil. Ah, d'accord, ah ouais. Non, mais l'inspecteur, il m'a... Ah ouais, alors attends. Quel inspecteur, du coup, le jeune, là Ouais, d'accord, ok. Ah, mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'il y avait des trucs qu'on était censé connaître et que moi je connaissais pas, je comprenais pas. Du coup, je comprends mieux. C'est une saga. Oh putain, c'est chiant, j'aime pas lire les tomes comme ça tout seul, moi ça me saoule. Ouais, non, mais franchement, n'y allez pas, c'était vraiment pas ouf, quoi. Franchement, c'était pas ouf. Voilà, donc les deux là, le chalet, la disparue de Noël, c'est des thrillers domestiques hyper classiques au final. Pas la folie, quoi. Enfin, celui-là, c'est pas vraiment un thriller domestique en vrai. Du coup, c'est plus un thriller. Je sais pas. Ouais, si, un peu domestique quand même, mais bon, il y a un inspecteur et tout, je sais pas. Bref. Ben, je parle du livre, Laurence. Tu veux que je parle de quoi? C'est un bilan lecture. Ouais, franchement, ouais, il aurait pu être bien. Mais bon. Allez, j'accélère un petit peu. Du coup, alors, la romance de Noël, la fameuse, que j'ai trouvé bien. Alors, vu la qualité des lectures que j'ai faites, bon, pas étonnant qu'il soit quand même en bas du classement, hein, parce que ça reste une romance de Noël, on va pas se mentir. Voilà. Mais c'est carrément plus quali que les deux livres d'en dessous. Hein. Vraiment, il n'y a pas photo.
Mais je suis contente pour une fois d'avoir vraiment aimé une romance de Noël. Franchement. Alors, de quoi ça parle en fait? Donc, c'est une jeune femme qui est directrice financière dans une grosse boîte à New York. Son patron la saoule parce que il est toujours en train de vouloir faire des nouveaux projets, machin, machin, et donc elle est obligée de l'arrêter parce que calme-toi niveau budget et tout, et puis surtout c'est pas très sécure. Donc voilà, ça la saoule, elle commence à avoir un peu marre de son boulot. Et puis un jour, son père l'appelle, donc c'est genre un mois avant Noël. Son père l'appelle et lui dit, bon, je me suis cassé les deux jambes, comme de par hasard. Je me suis cassé les deux jambes, je suis en fauteuil roulant et tout, c'est difficile pour faire tourner la boutique, j'ai besoin de ton aide, parce qu'en fait il a une boutique de menuiserie, enfin un truc du genre quoi. Et donc, ben, elle, ça lui permet un peu de sortir de son boulot, mais au final, elle est un peu en télétravail en fait, hein, elle va quand même continuer de bosser à distance, parce que pas le choix, parce que, bah voilà, hein, c'est les obligations, tout ça, tout ça. Et donc voilà. Et elle revient dans son, alors ça c'est le classique des trucs de Noël. Elle revient dans son village natal, tout ça, dans son village d'enfance. Et donc elle va retrouver des gens, bah oui, notamment évidemment son ex. Et en fait justement ce qui est marrant, ce qui est bien dans ce livre, ce que j'aime bien, c'est que l'autrice joue des clichés en fait. Elle sait qu'elle fait des clichés et justement elle va un peu les retourner, elle va un peu les casser quoi. Et donc par exemple, bah, justement quand elle arrive, euh, elle tombe sur un autre gars qui, lui, dont le père est mort en fait récemment et qui lui est venu hériter en fait je crois que c'est un bar qu'il a son père. Voilà, il est venu hériter du bar et s'occuper du bar et tout ça. Donc elle le connaît pas. Et bon, ils font connaissance et ils s'entendent bien et tout. Et elle lui dit, ouais, moi j'ai l'impression d'être un peu dans une romance à la Walmart, là, non, comment ça s'appelle? J'ai plus le terme. Bref, j'ai un peu l'impression d'être dans une romance de Noël où là je vais arriver et je vais forcément tomber sur le pédiatre vegan de qui je vais tomber amoureuse, machin, machin. Et bon, ce qui est marrant, c'est que ben on sait que le pédiatre vegan, c'est celui à qui elle parle en vrai, hein, mais voilà. Mais en fait, le lendemain, ben, ou le lendemain, ou peu importe, après en tout cas, elle va tomber sur son ex. Et donc, elle va se dire, ah, mais si ça se trouve, c'est lui, mon pédiatre vegan. Merci Lolo pour ton suivi. Et du coup, en fait, comme lui, il n'est pas indifférent et tout ça, finalement, elle va un peu se remettre avec son ex, quoi. Et voilà, et elle est persuadée d'être dans vraiment le truc classique de la romance de Noël et tout. Sauf qu'en fait, comme le titre l'indique, c'est un immense connard, le gars. Alors, pas un connard du genre pervers narcissique ou quoi, mais juste qu'il est con, quoi. Enfin, voilà. Vraiment. Mais c'était très drôle. Du coup, c'était très drôle et je sais pas, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé ouais le fait justement de casser un peu les codes du truc. Euh, je sais plus ce que j'avais dit quand j'en avais parlé, parce que du coup maintenant ça commence à dater, hein, parce que j'ai lu ça ouais, il y a presque un mois. Donc je sais plus ce que je vous avais dit, que j'avais beaucoup aimé aussi. Si, le fait que l'héroïne soit pas une cruche. Voilà. L'héroïne n'est pas une cruche. Parce que bon, en fait, le truc, c'est qu'elle va vite, elle va se rendre compte très rapidement qu'il est con, mais elle va quand même s'accrocher dans le sens où, je sais pas, elle a dans sa tête, elle se dit, bon, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas et tout ça, machin. Mais, et puis parce que bon, voilà, elle se voile un petit peu la face et en fait, elle comprend qu'elle tombe amoureuse de l'autre, mais bon, bref. Oui, je vous raconte un peu toute l'histoire, mais en même temps, c'est une romance, on connaît. C'est ça l'inconvénient des romances, c'est qu'on connaît déjà la fin, en fait. C'est ça qui est chiant. Il n'y a pas de suspense dans une romance. Mais bon, voilà. Ça serait bien de faire des romances avec un réel suspense, s'il vous plaît.
Là, bon, voilà, il n'y a pas trop de suspense. Mais c'était sympa. Non, franchement, voilà, c'est pas. Ouais, ce que je disais, c'est que c'est pas une cruche. Elle est directrice financière. Elle se laisse pas marcher sur les pieds non plus. Euh, voilà, elle va tenir tête à son patron, etc. Il y a un petit côté un peu féministe aussi. Enfin voilà, donc c'était finalement assez cool. Pour une romance de Noël, c'était cool. Ouais, voilà, Bubu. Attendez, je reprends du coup un peu vos commentaires. Qu'est-ce qui se passe, Laurence? T'as pas le moral? Bah, on est deux comme ça. La pauvre. Ouais, ça se tente, les romances de Noël. Après, voilà, c'est... On aime ou on n'aime pas. Moi, franchement, c'est rare. Mais j'en lis toujours au moins une. J'en lis toujours au moins une parce que, je sais pas, c'est juste la période qui fait que t'as envie quand même de lire une romance de Noël. Mais c'est vrai que c'est rare que je kiffe. Coucou Ellie, au passage. Alors, Patty, la seule romance de Noël que t'as lue... Ah, Karen Pond, vous faites quoi pour Noël? Ouais, j'avais pas été de ouf, moi, avec Karen Pond. Tabernacle, je passe Noël au Canada. Ah oui, ça me parle ça. Mais t'as pas envie de le lire, d'accord, ok, Steph. J'adore. Oh là là. Ah bah oui, carrément, Prissy, avec plaisir. Si tu mets du suspense, ça va plus me plaire. Bon, voilà. Ah oui, et aussi, je rajouterai aussi un bon point. C'est que il y a une scène de sexe, alors il y en a peut-être deux, je pense qu'il y en a une deuxième, mais bon, qui est moins marquante. Mais il y a une scène de sexe, et franchement, pour une fois, je l'ai trouvé bien, quoi. D'habitude, je trouve ça nul. Mais là, je l'ai trouvé vraiment bien faite, cette scène, parce que vraiment, il y avait vraiment une vraie tension sexuelle, enfin, c'était vraiment très bien décrit. Et voilà, sans être too much, ou sans être trop cucu, ou enfin voilà, ou sans être trop vulgaire, c'était juste dosé comme il faut. Et franchement, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Voilà. Parce que c'était la scène de sexe qu'il fallait, voilà, il n'y avait pas besoin d'en faire 40 en fait. Et, et elle était très bien écrite. Ouais, moi non plus, je suis pas très fan hein, des scènes de sexe, mais justement là c'est bien parce que voilà, il y en a une, mais au moins elle est bien. Enfin, je veux dire, elle est vraiment érotique comme il faut, quoi. Voilà, et c'était très bien écrit et voilà, il y a pas de c'était pas nul, quoi. Voilà. Donc lisez-le si franchement quitte à lire une romance de Noël, lisez celle-là parce qu'elle était bien. Le concours commence le 20. Ah d'accord, ok. Je vais essayer. Je vais essayer. Sensuel mais hard, ouais, on va dire. Ça va sensuel plus que hard pour le coup. Allez, ensuite. Alors, là, on arrive vraiment dans les très bonnes lectures. Voilà. Là, c'était un peu... voilà. C'était des lectures un peu légères. Maintenant on arrive dans le bon. Dans le bon. Euh, ok, ok, Fris, ça marche. Voilà, Laurence, exactement. C'était sensuel, mais pas hard. Donc, Les raisins de la colère de John Steinbeck, qui a été mon premier Steinbeck. Voilà, donc j'ai pu découvrir sa plume. Et alors, je dois vous avouer que s'il est aussi bas dans le classement, entre guillemets, c'est parce que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans au début. Franchement, j'avais du mal. Je sais pas si j'étais pas dans le bon mood et tout ça, mais au début, le livre me tombait des mains. Et en plus, je me disais, putain, après, c'est psychologique aussi. Le fait que ce soit un petit pavé, j'étais en mode, oh là là, je vais pas arriver à lire ça. J'étais à deux doigts de l'abandon au début, hein, vraiment. Hein. Et puis, je me suis dit, non, allez, tu peux le faire, tu vas persévérer, il n'y a pas de raison, tout le monde dit que c'est bien et tout, c'est juste que tu n'arrives pas à te concentrer dessus, essaye de t'opposer.
essaye de te mettre bien et tout ça. Et effectivement, à partir du moment... Parce que c'est vrai que tout le début, je le lisais genre en mangeant, ou enfin voilà, j'étais pas bien posée aussi. À partir du moment où je me suis bien posée... Ah oui, oui, vraiment, au début, Cindy, j'avais du mal, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et à partir du moment où je me suis bien posée, où j'étais bien dans mon canapé, concentrée sur le livre et tout ça, machin, là, ça a coulé tout seul. Et franchement, et là, je me suis bouffée. J'ai pas compris même pourquoi je lisais aussi vite. Je suis là, putain, mais je suis déjà à la moitié et tout. Ah ouais, franchement, je vais vite en fait. Voilà, donc vraiment, je l'ai bouffé après et c'était vachement bien. C'était vachement bien. C'est vrai que j'ai adoré suivre l'épopée, le road trip. En fait, c'est ça aussi, je pense. C'est à partir du moment où le road trip commence que vraiment j'étais prise dedans. C'était ça aussi. Toute la partie du début où on retrouve donc Tom, tout ça, enfin tout, voilà, toute la première partie m'a pas trop plu. Voilà, j'étais vraiment pas dedans. À partir du moment où, putain, du coup, faut que je me mouche. Mais comme je sais toujours pas mettre pause à l'enregistrement, vraiment, je regarde comment mes pauses, s'il vous plaît. Parce que je vais pas couper l'enregistrement pour relancer, ça fait une deuxième vidéo. Alors, juste 2 secondes, je me mouche 2 secondes, je coupe le micro. Bon, vous avez eu le visuel, mais bon. J'espère qu'il n'y avait pas le deuxième micro branché, hein. Voilà, donc à partir du moment où on suit le road trip de toute la famille, là j'étais vraiment à fond. Alors c'est vrai que les petits chapitres, machin, j'étais un peu moins de ouf, honnêtement, les petites interludes là. J'étais un peu moins de ouf, mais bon, c'était intéressant. C'était intéressant, on va pas se mentir. Et puis, bah voilà, ouais, tout le cheminement de cette famille qui va connaître beaucoup de déconvenues, de pertes, et aussi quelques bons moments quand même, hein, malgré tout. Heureusement qu'il y a une solidarité aussi, hein. Donc on rappelle que ça se passe pendant la Grande Dépression aux États-Unis, où bah, en fait les fermiers, les métayers se font un peu bouffer par les nouvelles technologies, entre guillemets, en fait, les tracteurs, etc. Ça devient compliqué pour beaucoup. Il y a aussi une famine qui s'installe. Enfin voilà, il y a beaucoup de énormes difficultés sociales. Bah, c'était la crise, on rappelle que c'était suite à la crise de 29 aussi, hein, voilà, donc les matières premières manquent, le, la nourriture manque aussi. Et du coup, les gens sont obligés de s'exiler, en fait, de partir. Donc là, c'est une famille de l'Oklahoma qui va vouloir rejoindre la Californie en espérant trouver du travail, etc. Et donc sur leur chemin, ils vont faire des arrêts, ils vont chercher du travail, etc. Ils vont atterrir notamment dans un camp national, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des camps qui sont créés exprès pour les gens comme ça en exil. Voilà, et c'était extrêmement intéressant, passionnant même, de voir. Alors, ce qui est bien, c'est on a affaire à tous les problèmes en fait qu'ont pu rencontrer ces gens. Donc, il s'agit de la maladie, la faim, évidemment, la perte de personnes proches, de l'abandon de certaines personnes aussi. Voilà. Et puis en plus, il y a une femme enceinte aussi dans le lot, donc c'est pas évident non plus. Non, je spoil pas. Tu trouves que je spoil? Je pense pas avoir spoilé. Voilà. Je sais pas, d'accord. Ah, tu t'es encore en train de le lire en fait? T'es encore en train de le lire, Cindy? Tu l'as stoppé, t'as lu quelques pages et t'étais pas assez concentré, d'accord, Bubu. Tu l'as mis de côté. Ouais, c'est ce que j'avais fait avec
dans les angles morts. Il faudra vraiment que je le reprenne, je ne sais pas quand. Oui, par contre, oui, c'est clair que sa plume est très moderne. Effectivement, on a du mal à croire que ça a été écrit il y a presque 100 ans, en fait. Enfin, un peu moins, hein, mais voilà, en tout cas, il y a quelques décennies. Franchement, c'est vrai que c'est très moderne. Moi, j'avais l'impression de lire un roman noir américain de maintenant, en fait. Ou à la limite des années 90, peut-être, voilà. Mais ouais, c'est pas du tout comme certains classiques qui sont. La plume est un peu difficile. Pas du tout. Ok, Céline. Toi, t'as lu Des souris et des hommes, ouais, ça sera mon prochain, du coup, hein. Voilà, j'ai peur de pleurer, mais... Déjà, là, c'est un peu... c'est un peu la dépression, honnêtement. Alors, je parle pas de la fin particulièrement, hein, ça fait pas de spoil, mais d'une façon générale, hein, le récit, il est pas joyeux, quoi, hein. Le récit est pas joyeux. On va pas se mentir. Même s'il y a des passages assez drôles, quand même. J'ai beaucoup aimé les enfants. Les enfants me faisaient rire par moments. Mais voilà. Allez, sur ce, j'avance. Et en tout cas, franchement, ça se lit vraiment très très bien, quoi. Ouais, leur solidarité, t'as raison, Cindy, tout à fait. Tout à fait. Complètement. Il y a beaucoup de solidarité dans ce livre. Pas seulement au sein de la famille, mais avec d'autres personnes. C'est vrai que d'une façon générale, l'être humain est quand même assez valorisé dans cette histoire, en fait, hein. Alors oui, bien sûr, il y a des connards et tout, et j'ai envie de dire heureusement dans le sens où il faut que ce soit réaliste, hein. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans ce livre et ça redonne un peu foi en l'humanité quand même, bon, même si c'était il y a 100 ans. Mais voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Ils s'aident beaucoup entre eux, ouais, tout à fait. Hop. Alors, les contes de Noël de Dickens. Et oui, voilà, j'ai découvert mon premier Dickens en audio. Voilà, tiens, j'ai vu que c'était dispo sur Audible. Je me suis dit, tiens, je vais. J'ai un peu du temps à tuer au niveau audio. Voilà. J'ai lu des petits livres audio en fait, hein, pendant les fêtes. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter, puisque c'est la période. Patty, en ce moment, ah oui, tu es dans Guerre épée. Ta belle-fille te l'a offert pour Noël et du coup tu t'es senti obligée de le lire et tu ne regrettes pas. Bah franchement ouais, complètement Patty. J'avoue que moi aussi Guerre épée me faisait très peur et en fait il est très très abordable. Alors à part certains, moi il y a juste certains passages de quand c'est les scènes de guerre. Voilà, c'est les scènes de guerre où j'étais un peu moins de ouf, mais sinon tout le reste franchement je trouvais ça génial. Donc voilà. Ouais, il est bien en audio du coup. C'était sympa, c'était plutôt sympa. Enfin, le seul truc qui m'a gêné, c'était la voix de Scrooge. Non, c'est con parce qu'on l'entend beaucoup. Après, tu finis par t'habituer, mais alors, en fait, enfin, il a pas pris une voix de vieille personne, il a pris une voix on dirait un gosse qui parle. C'est trop bizarre, c'est la voix qu'il a pris en fait. Ça fait pas vieille personne. Il a voulu prendre, en fait, le lecteur a voulu prendre une voix de vieille personne, mais ça fonctionne pas du tout. Ça va pas du tout. Mais bon, c'est pas... Enfin, on s'y fait, donc ça va. Euh, Mais du coup, voilà. Bon, alors pour l'histoire, je pense que vous devez connaître parce que c'est tellement une histoire qui a été maintes et maintes fois adaptée, reprise dans tous les sens en fait. Voilà, le fantôme du Noël passé, le fantôme du Noël présent et le fantôme du Noël futur. Et donc, en fait, c'est Scrooge, on suit Scrooge, qui est un vieil homme qui est complètement odieux, voilà, avec tout le monde. Il est radin, il est désagréable, personne peut le blairer. Voilà, et puis un jour, donc, il y a une personne qui vient le voir, en fait, qui lui dit être le fantôme
Des Noël. Non, c'est la même histoire, ça s'appelle Conte de Noël, mais il y a qu'une seule histoire en fait, je sais pas pourquoi. J'ai pas, je comprends pas trop le titre, mais bon. Et donc le fantôme des Noëls passés, et donc qui va lui montrer en fait ben, ce qui se passait avant quand il était plus jeune, ou peut-être qu'il était plus sympa, voilà. Puis le fantôme du Noël présent qui va lui montrer un peu ben, peut-être ce que pensent les gens de lui, voilà, etc. Et puis le futur en fait où il va tout simplement être décédé, et on va voir comment ça va se passer. Bref, donc voilà, et là, voilà, c'est donc c'est tout ça pour qu'il se rende compte un peu de... Ben, qu'il c'est un connard, quoi. Ben, en fait, ouais, il y a plusieurs titres, c'est trop bizarre. Oui, c'est ça, car il y a plusieurs... Ouais, ouais, c'est vrai, le vrai titre, c'est un chant de Noël, mais moi, j'ai bien eu... Moi, c'était bien, le livre que j'avais, c'était bien Conte de... Enfin, en tout cas, en audio, c'était bien Conte de Noël. Donc, ouais, il y a deux titres. Je pense qu'ils ont dû renommer un chant de Noël parce que, effectivement, Conte de Noël, ça prêtait à confusion. À mon avis, hein. Mais c'est bien le même livre, c'est un seul et même livre. Voilà. Donc, c'est très bizarre. Mais oui, c'est la même histoire. Voilà, donc un chant de Noël si vous préférez, c'est vrai que c'est plus parlant. Mais c'était très bien, c'était très... bon voilà, bon après c'est vrai que je connaissais, je vais pas vous mentir, je connaissais déjà l'histoire, mais c'est mignon, voilà, c'est mignon, c'est un peu... Après, comment vous dire que la morale, elle casse pas trois pattes à un canard non plus, ça enfonce un peu des portes ouvertes, c'est en gros, c'est pas très bien d'être méchant, quoi. C'est beaucoup mieux d'être gentil. Non, non, vraiment, c'est un peu ça, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est mignon parce que c'est la magie de Noël, il faut être gentil à Noël, etc. Voilà, la solidarité, tout ça, tout ça. Voilà. Mais c'était bien. Et c'était une belle plume, j'ai découvert la plume de Dickens au moins, et puis du coup, peut-être que ça me mènera à lire des choses un peu plus poussées, entre guillemets. Voilà. Ouais, en même temps, c'est Noël. Moi, j'adore Noël, Cindy, désolé. Je suis très cucu pour ça, hein, vraiment. Enfin, pas trop non plus, hein, parce que bon, la preuve, je suis pas spécialement à fond dans les romances de Noël, trucs comme ça, mais j'aime bien l'ambiance de Noël, donc... Ouais, par contre, la petite fille aux allumettes dans Alors, autant, voilà, là, c'était très... ça, c'était très positif. La petite fille aux allumettes, c'est la dépression, quoi. Je suis pas sûre d'avoir envie de lire La petite fille aux allumettes. J'aimerais bien lire, comme j'avais dit dans mes 100 livres, là, j'aimerais bien lire De Grandes Espérances, mais bon, on m'a dit que c'était un peu la dépression aussi, donc j'ai peur. Ouais, je me doute. Je me doute, Cindy. Ouais, voilà. Ouais, non, il y a des trucs là de Dickens, ça va être compliqué, mais bon. J'ai lu un truc positif. Voilà. Alors, tiens, Prissy, c'est pour toi. Princess Bride. Voilà, j'ai enfin découvert ce roman dont j'avais parlé. J'avais parlé dans Litté Rétro de 1973, oui, parce que c'est un roman qui date de 1973, qui est un roman parodique en fait, hein, puisque c'est donc l'auteur William Goldman euh, qui prétend dans le livre, c'est une fausse biographie en fait, enfin au départ c'est une fausse biographie, donc William Goldman euh, va veut réécrire un livre en version abrégée. C'est un livre qu'il a lu, donc attention, on est bien dans la fiction là. C'est un livre qu'il a lu quand il était petit, que son père lui a lu en fait. Son père lui a lu quand il était petit. Et donc l'auteur s'appelle Morgan Stern. Morgan Stern, je sais plus son prénom. Et donc un livre de fantasy en fait qui s'appelle donc Princess Bride. Et il avait tellement aimé ce livre que il va l'offrir en fait à son fils. Sauf que son fils commence à le lire et tout, et puis après, bah, il n'y arrive plus quoi. Et là, le père lui dit mais comment ça se fait? C'était tellement génial et tout ça machin. Et donc il prend le livre et il commence à le relire. Et là, il se rend compte que en fait, la version que lui a lue son père, c'est pas la version qu'il voit dans le livre en fait.
Et en fait, il se rend compte qu'il y a énormément de digressions, d'explications lourdingues et tout ça, machin. Et là, il se dit, bon, moi, je veux retrouver la version de mon père. En fait, il se rend compte que son père lui avait lu tout simplement les passages les plus intéressants, quoi. Les passages où il y avait de l'action, etc. Et donc, il décide de réécrire le livre en version abrégée, comme il l'appelle, et donc il va s'atteler à la tâche, et nous, on va suivre donc cette version abrégée du roman fictif Princess Bride. Princess Bride. Et c'était vachement bien, c'était vachement bien. On est vraiment dans une épopée fantasy un peu à la comment Caverne de la Rose d'Or, ce genre de choses quoi, où t'as donc un peu tous les clichés du style, t'as la jeune femme très très belle qui tombe amoureuse de son écuyer, sauf que l'écuyer va partir, il lui dit je pars pour aller chercher un meilleur travail et pour revenir te chercher, je reviendrai plus tard te chercher, etc. Et en fait, elle apprend plus tard sa mort et du coup, elle va finir par accepter la demande en mariage d'un prince, d'où le titre. Et, euh, et sauf que le prince c'est un gros connard, évidemment, voilà, c'est tous les gros clichés. Et puis, on va suivre donc d'autres personnages. Alors, bon, je vais pas vous raconter tous les tenants et les aboutissants parce qu'on n'a pas fini, mais on va suivre d'autres personnages extrêmement intéressants aussi. Dont un qui veut absolument venger la mort de son père. Enfin, voilà, c'est c'est très, très épique. Voilà. Que, une histoire très épique. Et avec des histoires d'amour, avec de la vengeance, voilà, tout ce genre de choses. C'était très cool et évidemment, donc c'est très humoristique. Voilà, il y a plein de trucs très, comment dire, un peu burlesques, voilà, des commentaires, la façon dont c'est écrit, c'est très drôle, c'est très très drôle. C'est vraiment, pour le coup, j'ai pas mal adhéré. C'est un humour un peu, peut-être un peu à la Monty Python, enfin pas aussi exagéré que Monty Python, mais voilà, il y a un peu de l'idée comme ça, un peu l'humour absurde de temps en temps, voilà. J'aime beaucoup l'humour absurde, donc j'adhère beaucoup à cet humour-là. Voilà, donc c'était moi qui suis pas super fan de fantasy, surtout ce genre de truc un peu capé épais, tout ça. Mais là, comme il y avait tout ce côté justement, les gros clichés qui vont être tournés de façon un peu humoristique, c'était très cool. Voilà, Inigo Montoya, il est trop cool, ouais, j'avoue. Donc voilà, c'était vraiment très bien. Ouais, il y a un film, faudra que je voie le film du coup. C'est ça. Donc ouais, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une excellente lecture et c'était drôle et puis ouais, l'idée est originale. Voilà, l'idée est assez originale au final. On aurait aimé que ça soit vrai. D'ailleurs, à un moment, l'auteur discute avec Stephen King et il parle de son film parce que justement dans le livre l'auteur a fait un film et tout ça, enfin au final alors qu'au final il n'existe pas encore le film, hein. Mais du coup voilà, on aurait aimé que tous les échanges avec Stephen King notamment soient vrais. D'ailleurs il raconte une anecdote, je suis pas allée vérifier si c'était vrai, il raconte une anecdote sur Misery, sur, sur Katie Bates. Et je sais pas, je suis pas allée vérifier si c'était vrai. Mais bon voilà, c'était rigolo quoi. C'était rigolo. Merci Laurence, c'est gentil. Donc voilà pour Princess Bride et du coup, bah voilà, je pourrais te le rendre ici. Du coup, désolée pour hier soir, mais j'étais trop claquée. J'avais juste envie de me rouler en boule et de pas bouger. Je crois qu'hier j'ai fini le livre de Lisa, dont je vais vous parler après d'ailleurs, et après j'ai regardé une série un peu rigolote avec Kim et voilà, j'étais vraiment en mode ah, il y a des passages rajoutés pour cette réédition. D'accord, ok. Ah, donc par rapport au film. Ah oui, t'as raison, c'est peut-être ça.
En plus, le pire, c'est que je m'étais posé la question, justement. Je suis con. Et oui, du coup, je l'ai fini il y a un petit moment et du coup, je me souvenais plus. Mais du coup, oui, je pense que c'est par rapport à ça. Donc, il y avait vraiment le film. Mais du coup, je sais toujours pas si, en fait, les anecdotes qu'il raconte par rapport à son film, etc., sont vraies ou pas, quoi. Donc, à voir. Mais ça avait l'air assez vrai. Mais par contre, tout le truc avec Stephen King, justement, sur la suite de Princess Bride et tout, je pense pas que ce soit vrai, mais c'était assez drôle. Oui, il va très bien, Kim, merci Laurence. Je crois qu'il est en train de jouer là. Il est trop content avec sa PS5. Donc voilà. Ensuite, alors Le Petit Prince, bah oui, voilà, j'avais toujours pas lu Le Petit Prince. Alors bon, comme tout le monde, je connaissais tous les extraits avec la rose, avec le renard, tout ça, évidemment, c'était ultra connu. Mais les avoir dans le contexte, les avoir dans leur contexte, avoir toute l'histoire en entier aussi, parce que c'est vrai que bon bah c'est bien gentil de voilà nous parler d'un renard qui veut être apprivoisé, mais quand on connaît toute l'histoire et tout ça, ça fait vraiment sens. Et ah, t'as pas aimé Le Petit Prince, Cindy? Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire magnifique. Après, comme je disais, je sais plus, je crois que c'était à Rochelle que je disais ça, où il peut y avoir des interprétations pas forcément ouf. En fait, ce livre, je pense, peut être sujet à beaucoup de... Pourquoi tu m'appelles Laurence? Je vais pas te répondre en live. Ce livre fait l'objet de beaucoup d'interprétations possibles, en fait. Donc, du coup, ouais, ça... Et c'est vrai que, par exemple, le truc de la rose, voilà, ce que je disais à Rochelle, j'ai ouais, le truc de la rose, on a un peu l'impression qu'il parle des femmes. Du coup, ça me... J'étais un peu cringe, quoi. Voilà. Je suis en mode, ouais, les femmes sont fragiles, elles ont juste leurs épines pour se protéger, et bon, elles sont chiantes. En gros, c'était un peu ça, quoi. C'est des princesses. Enfin bon, voilà, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Mais Laurence, je vais pas te répondre. Je sais même pas comment raccrocher. Le Petit Prince est beau autant par l'histoire que par les illustrations. Ouais, c'est vrai que les illustrations sont très belles. Bisous Fifi, j'avais pas vu. Bisous, merci d'être venu. Bonne nuit. Ouais, voilà, bah oui, je le disais. En fait, je disais pas qu'à Rochelle, je le disais à vous, en fait. Je me rappelais même plus de... C'est vrai. C'est vrai, je disais ça en live. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Tout à fait. Ah oui, Cindy, effectivement. Mais après, ouais, c'était très beau. Sans t'offenser, je ne suis pas... Mais pourquoi ça m'offenserait, Patty? T'as le droit. Ça m'offense pas du tout. Pas du tout, du tout. Oui, après, voilà, c'est vrai, c'est très... effectivement, c'est un récit un peu initiatique, introspectif, etc. Voilà, mais c'était très beau. Non, franchement, j'avoue que moi, j'étais sensible. J'étais sensible à la plume de Saint-Exupéry. J'ai même versé ma petite larme. La scène du renard m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. En plus, je me disais, putain, t'es con, c'est limite un peu cucu, parce que c'est genre, oui, les amis, c'est très. Enfin, nos proches sont tout pour nous, c'est un peu ça, hein, l'idée, voilà. Mais je sais pas, moi, ça m'a ému parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, j'ai un petit cœur fragile et, 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 euh, et, et le fait d'avoir perdu des gens justement qui m'étaient chers, ben ça fait que voilà, ce genre de choses va me faire pleurer forcément, voilà. Donc oui, j'étais sensible à ça, vraiment. Oui, mais Cindy, c'est pas de ma faute si t'as un cœur de pierre, écoute. Non, non, je rigole. Non, non, mais je comprends, mais non, moi ça m'a vraiment touchée là pour le coup, j'étais voilà, parce que ça m'a rappelé, ça a fait écho à certaines choses et voilà. Et, et du coup j'ai un peu pleuré. Bah alors, t'as pas des gens qui te sont proches et qui t'ont fait penser au renard?
En gros, c'est le. En fait, je crois que le seul passage finalement que j'ai pas trop aimé, c'est celui de la rose, parce que voilà, parce que moi j'y voyais vraiment une métaphore des femmes et ça m'a un peu gênée. Mais sinon, c'était cool. Ah, peut-être, Malo. Bah, moi, je pense que c'est bien de le lire, de le faire lire aux enfants, parce que je pense qu'il y a quand même une première lecture qui marche, qui peut bien marcher sur les enfants. Mais je pense qu'après, il faut le relire. Voilà. Il faut le relire plus tard. C'est gentil. Mais voilà. Ah là là, mais cette famille de cœur de pierre, j'hallucine. Bref, voilà. Mais je suis contente de l'avoir enfin découvert. Voilà. Alors, ben voilà le livre de Lisa, de retour en URSS, qui a été une énorme surprise. Alors, surprise, c'est un peu horrible de dire ça parce que ça fait genre, ouais, je m'attendais à ce que ce soit pourri. Non, pas du tout. Non, justement, en connaissant Lisa, je m'attendais à ce que ce soit très bien écrit, très bien documenté, etc. Par contre, j'avais peur. Voilà, j'avais peur que ce soit trop historique, trop pointu pour moi, parce que Lisa, elle est très très pointue là-dessus. Voilà, on va pas se mentir, hein. Je pense que vous l'avez déjà vu passer chez Sève et vous avez vu, voilà, elle était quand même, qu'elle touchait un peu sa bille au niveau historique. Et ouais, oui, d'ailleurs, annonce, même si j'en avais, je sais pas, j'en avais peut-être déjà parlé, mais Lisa donc sera en interview chez moi, donc dans 2 semaines, le 31, voilà, le 31 janvier, donc mardi dans 2 semaines, voilà. Donc on pourra parler de ce livre et des autres livres qu'elle a écrits, parce que du coup j'avoue que maintenant que j'ai lu celui-là, je vais avoir envie d'en découvrir d'autres. Bref, tout ça pour dire que j'avais peur, voilà, j'avais vraiment peur que ce soit très très pointu, aussi bien historiquement que géopolitiquement, puisqu'on parle vraiment de géopolitique hein, là-dedans, voilà. Et en fait, non, pas du tout, c'était hyper accessible. Alors, je vais pas vous mentir, il y a des trucs des fois où j'étais un peu paumée, il y a des trucs où j'étais un peu paumée, je suis là, attends, voilà, quel est le truc, le calcul, le machin. Ouais, des fois, c'était très au niveau espionnage et au niveau manœuvre, en fait, manœuvre géopolitique. Des fois, c'était un peu too much pour moi, voilà, je suis pas très douée là-dedans. Mais sinon, mais c'était pas très grave en fait, parce que ça ne gênait pas la lecture en soi, parce que du moment qu'on comprend la trame principale, donc pour revenir, pour expliquer un peu le synopsis, ça se passe en 2033 et le monde est divisé en deux parties. Le bloc ouest qui est donc composé des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest, hein, en gros. Même si c'est pas très défini en fait précisément, hein, les pays qui font partie de tout ça, mais bon, on comprend, hein. Et le bloc sud-est qui est la Russie principalement, qui a annexé beaucoup de pays, et donc l'Asie. Alors l'Afrique, j'avoue, si vous avez la réponse, Bubu, Lucas, j'ai pas bien compris si elle était dans le bloc sud-est ou si elle était justement le territoire que tout le monde se... J'ai l'impression que c'était un peu le territoire pour lequel tout le monde se battait, parce que c'était le territoire, l'Asie, c'était le continent où il y a... l'Afrique. J'ai dit l'Asie? Est-ce que j'avais dit l'Asie avant? Non, c'est l'Afrique, hein, je parle bien de l'Afrique. L'Afrique, c'était un peu le continent où il y a toutes les ressources énergétiques, en fait. Parce que en 2033, et même en 2022, d'ailleurs, c'est là que c'est intéressant, parce qu'on rappelle que ce livre a été écrit en 2017. Enfin, il est sorti en 2017, donc elle a même écrit avant. En 2022, dans le livre, il y a eu une crise énergétique. Tiens donc. Parce qu'en fait, à cause du réchauffement climatique, il y a eu des hivers très très froids et des étés très très chauds.
Voilà, et c'est trop ouf parce qu'elle parle d'hiver à -50, et donc c'est justement ce qu'il y a eu cette année aux États-Unis, hein, on s'en souvient, enfin l'année dernière du coup, et des étés à plus de 40, voilà. Quand elle a écrit, il n'y avait pas encore eu les épisodes de canicule là, à 45 et tout ça, hein, qui ont lieu en 2019 notamment. C'est un truc de fou. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc du coup, ça a généré une crise, ça a engendré une crise énergétique qui ont fait que les pays se battaient, se sont mis à se battre pour toute énergie, en fait, notamment le pétrole. Et ouais, et deuxième chose ouf, voilà, c'est que la Russie était particulièrement active dans ce combat, et notamment la Russie a commencé donc à annexer des pays. Voilà. Moi j'ai halluciné, hein, quand j'ai lu tout ça, j'étais là, mais putain Lisa, c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Et oui, je vais en parler Malo. Alors attendez, touk touk touk. Ah oui, vous parlez de Irish Cottage, ouais, c'est d'autres livres de Lisa. Ouais, pareil, Lucas, moi aussi, je galérais au début à savoir qui faisait partie de quoi, c'était un peu compliqué. Chaque bloc veut prendre l'Afrique. Ouais, moi, c'est bien ce qui me semblait aussi, hein. Bon, de toute façon, Lisa nous en parlera, nous en parlera mieux que nous, du coup. Donc voilà. Donc oui, du coup, pour revenir à l'histoire, donc tout ça c'est le contexte, hein. Ça c'est le contexte. L'histoire en elle-même donc se passe en 2033. Et en fait, pour faire des manœuvres géopolitiques, les deux blocs vont envoyer des personnes, des genres d'espions en fait, dans le passé, qui vont aller, en fait, c'est des genres de représentants qui vont aller essayer, oui, c'est des espions, hein, c'est un peu ça, de chercher des documents, en fait, qui vont les aider, du coup, à avoir des documents qui vont les aider à plus tard, donc en 2033, à avoir un coup d'avance, en fait, sur leur ennemi. Donc les deux, ils vont aller chercher comme ça, se confronter. C'est là que les enjeux deviennent un peu compliqués pour moi, mais bon. En tout cas, sur cette partie-là, j'avoue que j'avais un peu du mal à comprendre qu'est-ce qui était machin. Ce que j'ai compris, par contre, c'est que du coup, ils vont un peu faire des boulettes qui vont plus ou moins changer l'histoire. Voilà. Mais j'en dis pas plus. Je vais m'arrêter là pour pas spoiler. Mais ça, c'était extrêmement intéressant. Et puis, on va suivre donc leur vie, la vie de ces personnages, en fait, en 1933. Voilà, ils vont revenir en 1933, en pleine URSS, d'où le titre. Et c'est là, donc, qu'ils vont devoir aller chercher les informations. Voilà. En ne sachant pas qui sont les espions du camp adverse, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et donc, tout le monde va se renifler un peu. En gros, c'est ça, quoi. C'est vraiment tout le monde se renifle, tout le monde espionne tout le monde se méfie de tout le monde, etc. C'était vachement bien. Et évidemment, donc il va y avoir des relations qui vont se créer aussi. Enfin voilà, c'était. Moi, j'ai adoré ça, j'ai adoré les personnages. Bisous Cindy! Bonne soirée, merci d'être venue. Oui, certes, c'est sûr que ça fait un moment que ça aurait dû se passer, mais c'est le fait qu'elle ait dit que ça se passe en 2022, quoi. C'est vraiment ça qui m'a fait halluciner, quoi. Et puis la Russie, les scientifiques le criaient pas haut et fort pour le coup. Mais voilà. Même si on savait qu'il y avait. Oui, on savait que la Russie allait poser problème, etc. Mais c'est vraiment la date, quoi, qui m'a espanté. Parce qu'on rappelle que voilà, la guerre en Ukraine, c'était 2022. Les États-Unis à -50, c'était 2022. Enfin, la crise énergétique, c'est 2022, quoi.
C'est quand même un truc de fou. Elle aurait pu dire 2030, elle aurait pu dire 2020, mais elle a dit 2022. Donc voilà, juste que c'est ouf. Sinon, il y a, voilà, ce qui m'a beaucoup plu, ce que disait Malo aussi, c'était effectivement le processus d'écriture, la façon dont elle a construit l'histoire, le fait alors, on n'est pas dans un thriller, mais il y a quand même des twists, honnêtement. Euh, Il y a des... J'ai envie de le dire, quand même, mais il y a quand même des grosses références à Terminator. Franchement, mais c'est pas, mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Je sais pas si c'est parce que c'est l'inspiration ou si c'est juste une coïncidence, mais c'était assez cool cette idée-là. Et ah ouais, Malo, non mais c'est un génie, hein, Lisa. Hein. Franchement, vraiment de nous avoir pondu ça, c'est un génie. Parce que tout est bien foutu, tout est bien foutu. Euh, Tout est, ouais, voilà, tout s'imbrique bien. Je sais pas, voilà. Et puis elle nous a pondu une fin de ouf en plus. J'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin, j'étais là, non, ça finit comme ça, mais c'est un truc de ouf. Ah ouais, franchement, c'était trop bien. Je suis vraiment trop contente, donc merci, hein, Bubu et Ludo qui n'est pas là, puisque c'est vous deux qui avez initié cette lecture commune à la base, où je me suis greffée, où Lucas s'est greffé après aussi. Mais franchement, excellente idée d'avoir fait ça, parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je me disais, il faut que je découvre la plume de Lisa. Moi j'ai des copines, j'ai envie de découvrir leur plume, c'est normal. Mais sauf que ça me faisait peur parce que bah déjà je savais pas par quoi commencer, parce elle est quand même très éclectique, hein, dans son œuvre. Il y a de la fantaisie, il y a de l'historique, il y a du politique, voilà, il y a plusieurs choses. Coucou Malicia. Et ah oui, complètement. Malo. Oui, oui, c'est vrai. Complètement. Bah là, en fait, moi je, même je suis allée la voir, j'ai dit attends, mais je comprends pas. Là, attends, ils sont censés connaître tous les espions, pourquoi ils le disent pas et tout ça. Alors en fait, oui, alors la communication a été coupée déjà entre le passé et le futur. Mais même, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça où j'étais là, attends, je comprends pas et tout. Elle me dit mais si, lis bien la situation du chapitre en fait, hein, le titre du chapitre, parce qu'il y a toujours le lieu, la date, etc. Lis bien ça et tout ça, machin, tu verras que tu vas comprendre et tout. Et oui, effectivement, et c'est vrai que voilà, et c'est vrai qu'il y avait des trucs, waouh, c'était génial. Et qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc je disais que je savais pas du tout par quoi commencer. Et toute son œuvre me faisait un peu peur. Et du coup, quand vous avez parlé de celui-là, je me suis dit, ouais, c'est vrai que moi j'aime bien les dystopies. Du coup, il y a moyen que ça puisse me plaire. Et en plus, comme je disais la dernière fois, je trouve que la plume de Lisa est très chaleureuse. C'est pas une plume froide comme on peut en voir dans les dystopies. Alors surtout, ça se passe en URSS, tu t'attends à un truc très très froid. Non, pas du tout. C'est très. Bah, du coup, c'est un peu doudou comme écriture en fait. Enfin, doudou dans le sens où bah, on est bien dedans. En fait, comme je disais à Bubu et Ludo au début, je disais ouais, je comprends rien. Au début, c'était ça. Au début, je comprenais pas. Il y avait plein de choses que je comprenais pas. Je comprends rien, mais je me régale quand même. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, j'étais quand même à fond parce que il y a les relations entre les personnages, etc. Et en fait, au final, même si on n'a pas tous les tenants et aboutissants géopolitiques, c'est pas le plus important dans l'histoire. Le plus important, c'est vraiment, et on s'en rend compte d'ailleurs finalement à la fin, même si la fin est très politique aussi, hein, mais on se rend compte que le plus important, c'est vraiment les personnages en eux-mêmes, quoi. Voilà, et ça, pour ça, c'était vraiment bien. Il faut aller sur, comment ça s'appelle là? Mince. C'est Book, si vous avez le nom là.
J'ai pas le livre sous le... J'ai pas le livre sous la main. Il est resté dans mon canapé. Ouais, c'est sur sa propre boutique. Si quelqu'un a le nom. Attendez. The Book Edition, voilà. Merci Malo. Putain, je trouve... je vais mettre le lien, ça sera pas mal. Voilà. Putain, pourquoi ce lien de ouf? Ouais, c'est ça. Là, est-ce que ça marche? Est-ce que ça ouvre bien le bon truc? Parce qu'il y avait un lien à rallonge, donc je l'ai raccourci. Est-ce que ça envoie bien sur le bon truc, au moins? Ça serait con, sinon... Oh, putain. Pourquoi ça met autant de temps à s'afficher? Je ne sais pas. Si, c'est bon, ça emmène bien au bon truc. Donc, voilà. Donc là, vous allez là, puis vous tapez le nom de Lisa, et vous trouverez ses livres. Voilà, moi, c'est là-dessus que je l'ai commandé. Hein. Je l'ai commandé là. Voilà, voilà. Ensuite, du coup, on aura l'occasion d'en reparler avec Lisa dans 2 semaines. Donc, alors, c'est marrant parce qu'il y a un concept similaire. L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, qui a été un gros coup de cœur. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, le pitch de départ, c'est des scientifiques qui peuvent revenir dans le passé. Donc voilà, c'est encore dans le même truc. Hein. En fait, qui vont se servir du fait du voyage dans le temps pour témoigner en faveur des Chinois parce que, alors je vous remets le contexte, là aussi c'est très politique. En fait, un jour, fut un temps, je sais plus exactement à quelle époque c'était par contre. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises, merde. Oh, j'ai un trou sur l'époque, je suis con. Le Japon, en fait, je crois que c'est au début, c'est au début du siècle dernier. C'est au tout début du siècle dernier. Je crois que c'est dans les années 10, voilà. Le Japon avait envahi, en fait, une partie de la Chine qui s'appelle la Mandchourie. Et, ouais, ils avaient littéralement colonisé cette partie de la Chine. Et d'ailleurs, ils se servaient en fait de ce pays. Enfin, c'était pas un pays, c'était cette région, voilà. Ils se servaient de cette région pour beaucoup d'actions militaires, en fait. Beaucoup d'essais, beaucoup de choses comme ça. Et notamment, donc ça je le savais déjà, et notamment ils en parlent on en parle un peu dans Pachinko, on en parle surtout dans... Enfin, je crois qu'on en parle dans Pachinko, j'ai un doute. Mais on en parle surtout dans le poids des secrets de Aki Shimazaki, elle en parle pas mal de ça. Et là, en fait, dans L'homme qui met fin à l'histoire, en fait, on va parler plus précisément du fait que les Japonais ont fait prisonnier pas mal de Chinois, hein, de Mandchourie, et qui se servaient d'eux pour faire des expériences. Donc on est littéralement dans la même chose que les nazis, en fait, hein, dans les camps de concentration. Hein. C'est littéralement ça, hein, c'est-à-dire qu'ils faisaient des expériences absolument horribles, donc sous prétexte de science. Bisous Malo, bonne nuit. Attendez, je reprends un peu vos commentaires. Ta belle-fille est russe, Patty, et vous avez des discussions très intéressantes. Ah. Oui, bah oui, bien sûr. Ah oui, bah oui. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'imagine qu'elle doit défendre son pays, et ça c'est compliqué. Hein. Ça c'est compliqué, je comprends. Bah surtout que bon, les Russes ils bouffent toute la journée, que en fait c'est pour le bien du peuple, etc. Donc oui, c'est un peu compliqué après de leur dire, bah en fait pas vraiment quoi. Et les Chinois c'est pareil, hein, il y a beaucoup de Chinois qui soutiennent aussi leur gouvernement, parce que voilà. Mais bon. Enfin bref, là justement on parle là pour le coup on parle de Chinois spoliés, c'est tout l'inverse. Donc voilà, pour revenir donc à L'homme qui mit fin à l'histoire, voilà, donc
pour remettre le contexte, les Japonais, voilà, se servaient des Chinois pour faire des expériences absolument atroces. Alors évidemment, ils violaient les femmes. Enfin bon, c'était un truc de... Voilà, je vous dis, c'est vraiment l'équivalent des médecins nazis dans les camps de concentration. Sauf que les Japonais n'ont jamais admis en fait ça, ils ne sont jamais excusés pour ça. Voilà, ils n'ont jamais avoué leurs crimes malgré les nombreux témoignages. Et là, dans L'homme qui lui fait l'histoire, en fait, des scientifiques chinois vont remonter le temps pour pouvoir assister en fait à tout ça et pouvoir témoigner de ce qui s'est vraiment passé. Et donc ça va raconter tout ça. Et j'étais, mais je savais pas, en fait, là je vous raconte le truc, je vous raconte tout le contexte, il n'était pas raconté dans le pitch du livre. D'ailleurs, peut-être que ça spoil au final, je sais pas, mais bon, en même temps ça donne envie de le lire quand même, donc moi j'avais pas spécialement, enfin c'est pas que j'avais pas envie de le lire, c'est que il me faisait un peu peur, même s'il est court, je savais pas trop à quoi m'attendre, je m'attendais à de la hard SF, mais en fait c'est ouf parce que au final c'est de la SF sans être de la SF. C'est un peu comme le livre de Lisa, c'est-à-dire qu'on est plus dans de la géopolitique et surtout dans un truc. En fait, c'est raconté de façon comme un documentaire, en fait. On a les gens qui vont témoigner les uns après les autres. Voilà. Quelqu'un qui a vécu ça, quelqu'un dans la famille a vécu ça, etc. Enfin voilà. Qui vont raconter un journaliste qui se renseigne là-dessus, puis t'as les japonais qui nient, etc. Enfin voilà, c'était très raconté de façon un peu documentaire, mais c'était vachement bien. Ah ouais, mais là on apprend, mais vraiment littéralement une partie de l'histoire donc de la Chine et du Japon, hein. Alors pas que j'ignorais, mais que je savais pas, je connaissais pas les tenants et les aboutissants, et franchement j'étais sur le cul et j'étais choquée, je l'ai écouté en audio celui-là. Mais j'en revenais pas de ce que j'écoutais, j'étais là, mais quoi, mais vraiment, parce qu'en plus au début j'avais pas trop compris, au début je pensais que c'était un truc fictif en fait, que c'était voilà, mais après j'ai compris que non, en fait il parlait vraiment, alors bien sûr ce qui est fictif c'est le fait de remonter dans le temps, etc., mais il parlait de quelque chose qui s'est vraiment passé quoi. Du coup j'étais ah ouais merde. J'ai compris après, j'étais là non, waouh, et les témoignages sont hardcore quoi, vraiment, j'étais et on sent que les Chinois bah, ils ont une réelle souffrance par rapport à ça, hein, parce que Kenyu, voilà, quand tu racontes ça, tu sens qu'ils ont été traumatisés, quoi, vraiment, un peu, bah, comme le peuple juif a pu l'être, ou comme les Noirs avec l'esclavage, là on sent que les Chinois, ils ont été vraiment traumatisés par ce moment. Franchement, les Japonais, ils ont fait beaucoup de mal, hein, ils ont fait beaucoup de mal, hein, vraiment, hein, parce que là, il y a la Mandchourie, et puis bah, il y a évidemment toute l'histoire avec la Corée. Ils ont traité les Coréens absolument comme de la merde aussi, hein, comme du bétail. Il y a eu un génocide aussi, hein, des Coréens, hein, par les Japonais, hein, dans les années 20. Enfin, je veux dire, à un moment, les Japonais, vraiment, ils ont fait énormément de mal dans leur colonisation. Alors, bon, nous, on va pas se mentir, nous aussi, hein, les Français, on a fait énormément de mal dans notre colonisation. Hein, vraiment, de toute façon, la colonisation, de base, ça fait du mal. Ça c'est clair. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on parle rarement des Japonais, mais vraiment ils ont... Ça a pas été... Alors évidemment ils ont souffert aussi, hein, avec la bombe atomique et tout, ils ont été des camps en Amérique, etc. Ils ont aussi souffert beaucoup. Mais voilà, on peut pas blâmer le peuple japonais, hein, évidemment que non. Hein. Mais voilà, ils ont eu un gouvernement en particulier... il y a 100 ans, qui était vraiment dégueulasse. Vraiment. Mais nous aussi, hein. Nous aussi. Voilà, on n'est pas mieux, on vaut pas mieux, hein. Vraiment. Mais ouais, non, mais c'était très intéressant. Enfin voilà, moi j'adore lire ce genre de livre qui m'apprend des choses, quoi. Mais qui m'apprend des choses de façon pas rébarbative, en fait. C'est ça qui est bien, au final. Pas comme si je lisais un livre d'histoire, en fait.
Parce que j'ai jamais... C'est fou, hein. Maintenant, je commence à vraiment m'intéresser à l'histoire. En fait, je lis de plus en plus de romans historiques, alors qu'avant, je détestais ça. C'est fou. Avant, déjà, quand j'étais au collège, au lycée, j'aimais pas l'histoire. Je faisais partie des petits cons qui disaient « Ouais, l'histoire, ça sert à rien. » Bon, je me suis vite rendu compte que si, évidemment que si, ça sert, c'est même ultra important, essentiel même. Et du coup, voilà, mais depuis que j'ai une sensibilité politique et militante, je m'intéresse beaucoup plus à l'histoire, parce que l'histoire nous donne des billes aussi pour argumenter, en fait. Pour dire, ouais, mais attends, si on fait ça, ça va pas marcher parce que regarde par le passé ce qui s'est passé. Par le passé, ce qui s'est passé, oui. Mais enfin, voilà. Alors oui, bien sûr, il y a d'autres, il y a un contexte différent, etc. Mais je veux dire, quand même, je trouve là, voilà, je trouve par exemple qu'en ce moment, la montée de l'extrême droite, ça fait très peur et je me dis, putain, pourquoi les gens ne voient pas qu'on est vraiment dans la même situation que dans les années 30, quoi. C'est... Voilà. Mais bon, c'est... Et du coup, je me dis, ne serait-ce que pour ma culture personnelle, je lis de plus en plus de romans. Alors, peut-être pas foncièrement historiques, mais en tout cas où il y a vraiment une part d'historique dedans. Et surtout de culture que je ne connais pas. Voilà, là, je suis contente de faire Littér-Afrique parce que je vais lire aussi des histoires sur l'histoire avec un grand H en Afrique. Et ça m'intéresse énormément. Donc, ah oui, Edogawa Rampo. Ah, il faut que tu lises, il faut que tu lises, Patty, Le démon de l'île solitaire. Si t'as aimé La Chambre rouge. C'est génial. Bisous, Lucas. Bonne soirée, merci d'être venu. Une copine du fond des... Oui, c'est clair, Bibi, ouais, merci. On se comprend. Ah ouais, non, c'est clair, l'histoire, c'est bien simple. Premier brevet blanc, 30 34 en français, 34 en maths, 17 en histoire, la moitié. Bon, après, alors, ce qui est marrant, c'est que je pense que j'ai dû beaucoup bosser pour le brevet parce que, au final, j'ai eu ma meilleure note. D'ailleurs, j'étais dégoûtée parce que j'ai tellement bossé l'histoire et pas le reste en mode ouh, tout loulou, j'y vais tranquille. Au final, j'ai eu ma meilleure note en histoire au brevet parce que j'ai eu 32. Alors bon, ça va quand même, j'ai eu d'excellentes notes, mais j'ai eu 31 en maths et 31 en français et j'ai eu 32 en histoire. J'en revenais pas d'avoir eu plus en histoire. Le démon de l'île solitaire, Patty. Et voilà. Et après au lycée, j'étais pas de ouf non plus. Je sais plus combien j'ai eu au bac en histoire. Tellement ça m'a pas marqué, je sais même plus combien j'ai eu. Je me rappelle plus. J'ai plus aucun souvenir de ma note d'histoire. My God. Oh, j'ai dû avoir quelque chose comme 12, un truc comme ça, je pense. Je crois pas avoir une mauvaise note. Mais j'ai pas eu un truc de ouf non plus. Je sais plus. Bref. La meuf raconte ses notes de bac et tout. De brevet même. Ah, je dirais. Ouais, mais moi, franchement, Bubu, j'ai toujours même des grosses lacunes. Mais pendant longtemps, j'ai eu des lacunes, mais énormes. Voilà, des trucs que tout le monde sait. Moi, je savais pas, quoi. Enfin, j'avais honte. Et du coup, c'est pour ça que finalement, le fait de lire des livres, ça aide, hein, ça comble des lacunes. Alors oui, il y a encore plein de choses je suis toujours nulle en histoire, on va pas se mentir, hein, franchement, je suis toujours nulle en histoire, mais voilà, il y a quand même des choses que je sais un peu mieux maintenant, voilà. Oui, alors le brevet c'était sur 40. Le brevet c'était sur 40 et le bac c'était sur 20. Voilà, Karine, oui, c'est vrai que quand on n'est pas français, du coup, c'est perturbant. Voilà, pour la petite précision. C'est vrai, Steph. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que les livres, c'est génial pour ça parce qu'on apprend tout en se divertissant, quoi. Et j'avoue que moi, j'adore apprendre j'adore apprendre des choses. En fait, j'adore apprendre des choses, mais comme je suis nulle en concentration, tout ça, machin et tout, je n'arrive pas à apprendre avec des livres scolaires, quoi. J'arrive pas. Si j'étais bonne à l'école, c'est parce que je comprenais vite les choses. Mais tout ce qui était par cœur, machin, tout,
ça me saoulait trop, parce que quand tu t'intéresses pas au truc, voilà. Donc du coup, les livres, c'est la bonne alternative, au final. Allez, c'est pas fini, il en reste 2 encore, hein. Alors, l'événement de Annie Ernaux qui m'a fait du coup renouer, enfin renouer. C'est pas que j'avais pas aimé, mais bon, j'avais été un peu déçue par la place, voilà, d'Annie Ernaux. Parce que, bah oui, on m'avait vendu Annie Ernaux comme une autrice très féministe, très de gauche, etc. Très militante, tout ça, machin. Et dans la place, bon, la place, c'était intéressant, hein, c'était bien écrit et tout ça, pas de souci. C'était agréable à lire. Mais voilà, c'était juste son autobiographie, enfin une partie de son autobiographie, en tout cas les grandes lignes, surtout l'histoire de ses parents. Euh, oui, voilà, c'était surtout sa jeunesse, c'était surtout l'histoire de ses parents en fait. Mais bon, voilà, ça m'a pas transcendé plus que ça. C'est vrai, Patty. Ah ouais, ça c'est chiant, ça, quand les gens se moquent et tout. Ouais, toi, tu te sens con après, quoi, alors que tu sais que t'es pas plus bête qu'une autre, mais c'est juste que, ben oui, ça t'intéressait pas à l'époque, et du coup, t'as pas retenu ce genre de choses, et voilà, c'est comme ça. Mais voilà, donc pour revenir à Nierno, mais l'événement, qu'est-ce que c'était génial. Oh là là, j'ai adoré. Ouais, franchement, Laurence, je suis d'accord, c'était super. C'était génial parce que elle raconte, donc encore une fois, c'est autobiographique, elle fait beaucoup d'autobiographiques, hein, Annie Ernaux. Elle raconte comment elle est tombée enceinte en fait, mais bon, avec un mec de passage en plus, je crois que c'était un peu ça. Oui, c'était ça, c'était un mec de passage. Elle est tombée enceinte et évidemment, elle voulait pas garder le bébé, et c'était hors de question. Elle était étudiante à ce moment-là. Elle était étudiante, elle comptait évidemment pas se marier avec le père du gosse, rien du tout. Sauf que à l'époque, donc c'était dans les années 60, à l'époque évidemment, l'avortement était encore interdit. Et donc elle va nous raconter tout son cheminement pour arriver à avorter. Voilà, en passant par le fait d'essayer de s'avorter elle-même, en passant par voilà, chercher un médecin qui voudrait bien faire ça, mais malheureusement, voilà, c'est compliqué parce que ben, déjà, tu n'oses pas dire, elle n'osait pas dire parce que c'est interdit. Voilà, c'est interdit d'avorter, donc imagine, tu peux pas compromettre un médecin. Donc comment en parler, avec qui en parler, comment ne pas être arrêté, quoi. Enfin voilà, et ne pas faire arrêter quelqu'un aussi, hein, clairement. Voilà, donc c'était processus ultra difficile avec le jugement, etc. Enfin voilà. Et putain, c'était vachement bien. Ouais, j'imagine, Laurence, mais j'ai adoré, hein. Franchement, on sent tellement le mal-être de cette femme. Et, et en fait, ce livre est essentiel pour se dire, mais mon Dieu, il faut pas... Surtout que ce qui est fou, c'est que on est quand même avec une personne qui est issue d'un milieu plutôt aisé. Voilà, elle s'en cache pas, Annie Ernaux, hein, là-dessus. Mais, malgré tout, bah, ça a été compliqué. Donc, imaginez les femmes pauvres. C'est clair que si jamais l'avortement, un jour, ça se passe comme aux États-Unis, si jamais l'avortement est de nouveau pénalisé, bah, ça sera horrible pour les femmes pauvres, parce que les femmes riches, elles peuvent toujours partir dans un pays étranger, faire appel à des médecins spécialisés, machin, qui n'iront pas les dénoncer parce que fric, voilà, corrompre un médecin. Elles pourront toujours avoir des solutions, mais les femmes qui sont pauvres, elles, qu'est-ce qu'elles auront comme solution, à part essayer de s'avorter elles-mêmes ou de se faire avorter par quelqu'un de pas très très recommandable, et du coup risquer de mourir en fait. Et c'est ce qui se passait, il y a beaucoup de femmes qui sont mortes à cause de ça, hein. Énormément d'ailleurs. Donc ce livre est essentiel pour nous rappeler que ben il faut surtout pas pénaliser l'avortement, quoi. Mais voilà, en tout cas ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a énormément touchée, voilà. Ben, moi-même, hein, j'ai vécu un avortement. Bon, mais j'ai eu la chance
j'ai eu beaucoup de chance que ça se passe à un moment où, voilà, moi, l'avortement était légal. Malgré tout, ça n'a pas été un cheminement facile parce que tu vois, tu sens le jugement des gens. Moi, j'en parlais à personne, hein. Merci, CG Dicat. Je ne sais pas comment prononcer ton pseudo pour le suivi. Ça y est, j'ai ma voix qui part en live là. Ah, c'est gentil, mais je suis pas intéressée. Désolée, je suis déjà prise. Sorry. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, moi, ça a été compliqué. J'en parlais à personne. En plus, j'ai dû prendre un congé exprès à mon boulot et tout ça. Enfin, voilà, ça a été très délicat pour moi de sentir un peu aussi, voilà, quand tu vas à la clinique et tout ça, de sentir un peu les regards. On te pose des questions aussi, machin. T'as un petit passage avec un psychologue qui te demande pourquoi, comment, machin. Enfin voilà, c'est très... vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Voilà. Puis t'as toujours le truc, ouais, mais est-ce que je vais pas le regretter plus tard? Enfin voilà, bon, moi personnellement, je l'ai jamais regretté, hein. Et même si j'ai pas d'enfants, alors que je veux des enfants, je regretterai jamais ça. Franchement, je regretterai jamais. Voilà. Parce que c'était pas possible, c'était à une période où j'étais à mi-temps, j'avais rien, je vivais encore chez mon père, c'était pareil, un mec de passage. Donc d'ailleurs, je crois j'ai jamais mis au courant, je voyais pas l'intérêt de le mettre au courant, que ça aurait fait des problèmes en plus. Donc voilà, c'est comme ça. Mais lui, de toute façon, c'est clair qu'il n'aurait pas voulu, de toute façon. Donc, on va pas se... Il était encore plus jeune que moi. Ah, c'est vrai, Bubu? Dis-le pas aux gens, mais c'est horrible, hein. C'est vrai, hein, c'est horrible, hein, parce que c'est genre tabou, c'est genre chut chut, il faut pas le dire, alors que merde, t'es dans ton bon droit, quoi. T'es dans ton bon droit, tu devrais pas être jugé pour ça. Moi non plus, j'en suis pas traumatisée, hein, franchement, mais c'était un passage dur à vivre. En fait, ce qui traumatise, c'est pas l'acte en lui-même, c'est le regard. C'est le regard, le jugement. Purée, moi une fois avec une collègue, j'avais une collègue qui était hyper catho et tout, machin, et elle me disait, avant de savoir que j'avais moi-même, elle disait, ouais, de toute façon, les gens qui avortent, les femmes qui avortent, c'est des meurtrières et tout. Ok. C'est dur quand même, hein. Franchement, c'est dur. C'est vrai, Céline? Oh, c'est horrible, putain. Pas de suivi psy. Ah, c'est dégueulasse, ça. Non, mais voilà, comme quoi, c'est légal et pourtant, ben, c'est des passages quand même super durs, quoi. Ouais, voilà, comme si c'était une honte, ouais, on est d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit, Patty? Ah oui, un très beau film, Violette Nozer. Ah, je connais pas. Une affaire de femme. Ah oui, d'accord. Violette Nozière, c'est une femme qui tue ses parents. Ah non, alors c'est un autre. Du coup, c'est une affaire de femme, ok. Le film. Mais oui, je sais, Prissy, merci. Oui, oui, bien sûr, heureusement que je vous avais, j'avais mes amis proches qui ont été là pour moi, bien sûr, merci beaucoup d'avoir été là, évidemment, tu as raison de le dire, je le dis même pas, je suis une ingrate, je suis une ingrate. Oui, oui, franchement, j'ai la chance d'avoir eu, contrairement à d'autres femmes qui sont seules et tout ça, j'ai de la chance d'avoir eu des amis qui ont été avec moi, qui m'ont accompagnée à la clinique et tout. Enfin voilà, donc ça c'est top. Vraiment merci pour ça. Et toujours, hein, quand j'ai été opérée là il y a un an aussi, pareil, j'ai une amie qui m'a accompagnée. Enfin voilà, donc je sais que vous êtes toujours là pour moi et je vous en remercie et je vais pleurer après, donc je vais éviter de trop m'épancher là-dessus aussi. Parce que moi ça m'émeut. Puis voilà. Oh mon dieu, ça c'est horrible, Bubu. Vous voulez entendre le cœur du bébé, mais va te faire quoi. Oh, c'est dégueulasse de faire ça. Genre, vas-y, tu vas peut-être changer d'avis. Non, non, non. Mon dieu, quelle horreur. J'ai pas eu de suivi psy, hein. C'était juste une nana qui m'a posé des questions sur le moment, quoi. C'est tout en fait, hein. On peut pas vraiment parler de suivi, quoi. Et c'était pas une super période de ma vie, hein. Honnêtement.
On va pas se mentir. Personnel médical n'est pas toujours compatissant, ouais. Ouais, c'est clair. Oh putain, Céline, c'est horrible ça. Oh non. Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Je lis pas ta phrase à voix haute, hein, parce que c'est juste atroce. Mais oh là là. Franchement, c'est dur. Hein. Non, mais j'avoue qu'il y a des médecins, ils ont mais zéro empathie en fait. Zéro empathie. Mais on en parle souvent, hein, des violences gynécologiques et tout ça, parce que à cause des. Voilà. Gynéco, quand on met strictement rien à foutre, ils sont là juste pour la médecine, mais l'humain, par contre, alors là, zéro quoi. Alors, évidemment, tous ne sont pas comme ça, heureusement, hein, mais c'est connu, hein, c'est connu. Hein. Et particulièrement envers les femmes. Hein. Enfin, là, je parle de la médecine en général, parce qu'évidemment que les gynécos, c'est envers les femmes. Mais des médecins, d'une façon générale, envers les femmes, c'est difficile. Bref, voilà. Du coup, on va passer au dernier. Ouais, je sais, ouais. Je sais, Fabienne. Allez, et le dernier, donc, qui a été mon préféré. Voilà. Voilà. J'avoue que j'ai été vraiment espantée par cette lecture. Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine? Alors, je m'attendais à aimer parce que c'est Amélie Antoine quand elle fait du noir. Moi, je suis très très cliente. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien écrit. C'est toujours bien écrit, mais je sais pas. Je trouve elle s'est encore améliorée dans l'écriture. Et puis surtout les thématiques abordées et le fait qu'elle nous balade pendant tout le roman. Voilà, on croit avoir affaire à une thématique et en fait non, à chaque fois. Il y a toujours son twist de milieu de roman, le fameux twist de milieu de roman qui fait tout en fait, c'est génial, parce que pendant toute une moitié de roman on croit partir sur quelque chose et puis vient le twist et on part sur toute autre chose et on se rend compte que on était à côté de la plaque, mais c'est trop bien. Attendez, je relis vos coms. Si t'as raison. Ah, vous avez de la chance les filles. Les amis, tu les as accompagnés. Ah ouais. Oh, Patty. Oh là là. Ah oui, en plus, quand c'est des vieux réacs, là. Oh là 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 là. Ah ouais, dur. C'était il y a 40 ans, en plus, dur. Ouais, parce que c'était vraiment, en plus, au début, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends que ça devait être extrêmement difficile. Oh là là. Oh non, c'est horrible, Steph. Putain, mais sérieux, mais les médecins, quoi. Bah, fallait t'en douter quand même. Ah bah super, merci, quoi. Putain, c'est ton bébé, merde. Bisous, Laurence. Mais de toute façon, je finis de parler de ce livre et puis après, je sais pas pourquoi les livres ils remontent comme ça à chaque fois, ou si c'est moi, ou si c'est mon truc qui descend. Je place les livres d'une certaine façon et ça remonte. Je sais, c'est un peu con, hein, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est trop bizarre. Parce que déjà l'événement c'était un peu le cas, pourtant les autres non. Je regarde, hein. Non, celui-là était nickel. Celui-là il est remonté. Ouais, je les replace parce qu'après quand je les remplace, en fait, au moins ils se remettent à la bonne place, quoi. Je sais, c'est... Mais du coup, ouais. Donc, voilà, franchement, ça va être difficile d'en parler sans spoiler. Hein. Alors, on en a pas mal parlé mardi, puisque donc Amélie était chez moi en interview. Mais voilà, en tout cas, je peux vous dire que ça a été une lecture vraiment coup de cœur, coup de poing, tout.
de tout ce que vous voulez. Ça m'a pris aux tripes. J'ai adoré la thématique, donc finalement la vraie thématique, hein, qu'on ne connaît qu'à la fin. On se rend compte en fait de ce qu'il en était depuis le début, mais on les découvre qu'à la fin, donc évidemment je ne vous le dirai pas. Mais cette thématique, je la trouve extrêmement importante. C'est une thématique très taboue. Et je trouve que ça devrait pas... Enfin, ça devrait pas. Si, je comprends que ce soit tabou, mais je pense qu'il faudrait plus parler des causes de ça. Et je suis contente qu'elle en ait parlé. Et c'est quelque chose, en plus, qu'on nous rabâche souvent. Alors, quand on est féministe, en plus, ça fait partie des excuses, un peu, entre guillemets, des masculins. Ils vont me dire, oui, mais vous, machin, machin. Bref, j'en dirai pas plus. Et du coup, bah oui, machin, machin, mais en attendant, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Et sans excuser, ça explique, quoi. Et c'est génial. Bisous, Myriam. Bonne nuit. Merci d'être venue. Bisous, Sophie aussi. Bisous, bisous. Merci d'être venue aussi. Désolée, les filles, j'avais pas vu que vous partiez. Ah oui, être médecin, ça n'empêche pas d'être con. Bah, c'est surtout que ça n'empêche pas de ne pas avoir d'empathie, quoi. Alors que bon, c'est un peu ce qu'on demande, c'est un peu la base de ce qu'on demande à un médecin, hein, mais bon. Oh là là. Bah oui, bien sûr, évidemment, Steph. Oh, mon Dieu, t'as dû souffrir. Hein. T'as dû souffrir. Céline et Steph, là, vous avez dû en chier, quoi. Ah là là. Bon. Eh ben. Oh là là, c'est horrible. Mon Dieu, c'est horrible. Oh, mais c'est horrible les mots, quoi. C'est dégueulasse. Putain, c'est dégueulasse, quoi. Et ouais, mais ça m'est... Je suis horrifiée et en même temps pas étonnée. C'est ça le plus horrible, en fait. C'est que je ne suis pas étonnée. C'est que j'imagine très bien ça, quoi. Surtout il y a 40 ans. Mais voilà. Enfin bon, ben voilà. Donc écoutez, pas plus sur pourquoi tu pleures, à part que allez-y, foncez, parce que c'est génialissime. C'est très sombre et c'est très réaliste. Comme c'est très bien le faire Amélie Antoine, c'est extrêmement réaliste. C'est... ça dénonce des choses, on va dire, voilà. Je suis vraiment voilà, je suis vraiment ravie qu'elle soit revenue à ça. Voilà, bah, elle nous avait dit que XO Édition voulait plutôt la voir dans des choses un peu plus lumineuses, des œuvres un peu plus lumineuses, et elle avait gardé ils n'avaient pas voulu de ce roman, voilà, qui était trop noir pour eux, et du coup, bah, elle l'a vendu à une autre maison d'édition, hein, voilà, le Muscadier, et franchement, merci à eux, hein, du coup, d'avoir accepté ce manuscrit, et bravo, parce qu'au final, ça a été bah, ça fait un carton, hein, vraiment, hein, je ne vois que des retours dithyrambiques sur ce livre. Voilà. Sur ce, je vous remercie du coup d'avoir regardé ce bilan. Désolée, c'était pas la grande forme ce soir, hein, ça c'est vu, je pense. Voilà, il y a eu quelques petits soucis, je suis un peu fatiguée. Et voilà, donc désolée pour la qualité de ce bilan, pas forcément ouf, mais bon. En tout cas, ça a été d'excellentes lectures. Je suis vraiment ravie de mes dernières lectures. Hein, là, franchement, depuis le 1er janvier, là, j'enchaîne les très bonnes lectures. Franchement. À part le chalet qui a été très en dessous, mais sinon, vraiment, voilà, Steinbeck, livre de Lisa, Pourquoi tu pleures, Petit Prince, voilà, c'est que du bon. C'est que du bon. Sur ce, je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine pour... ça sera une interview normalement, la prochaine vidéo, je pense. Je suis en train de réfléchir. Ouais, ça devrait être une interview. Voilà. Ciao, ciao!
les gens. À bientôt. Miaou.